Mes enfants adultes m'ont poussé à raconter une histoire authentique. Mon exigence d'excellence, ma peur de l'échec et les épisodes dépressifs qu'ils ont traversés lorsque je les vivais moi-même. Et dans mon cas, au fil des décennies, j'ai cherché de l'aide et j'ai appris à vraiment écouter mon corps. Il a fait une boutique d'accessoires, une icône mondiale du luxe. Lew Frankfurt est le visionnaire derrière l'ascension de Coach, transformant l'entreprise de maroquinerie de niche en une marque de style de vie reconnue dans le monde entier. En dirigeant une entreprise en croissance, il ne faut jamais être complaisant, même en cas de succès. Soyez implacable. Prenez parfois de mauvaises décisions pour trouver votre destinée. La logique vient de l'analyse, de la collaboration, et la magie vient de l'imagination et de la croyance. Son leadership incarne artisanat, authenticité et héritage durable au-delà de la croissance. Grâce à des prises de risques audacieuses et à des valeurs inébranlables, il a redéfini ce qu'une marque de luxe pouvait être. Soyez ouverts aux possibilités. Gardez le sentiment que tout est possible. La vie est un voyage. Mettez-vous au défi de devenir une meilleure version de vous-même. Merci beaucoup, Lou, d'être venu sur le podcast. Je suis ravi. Je suppose que ma principale question pour commencer est 10 ans après avoir quitté Coach, une décennie après que tu sais, soi-disant, pris ta retraite de cette période de ta vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à codifier ta vie, à la mettre par écrit, à parler des choses que tu as traversées? Qu'est-ce qui t'a poussé en ce moment à écrire? Bagman, qui est le livre qui va sortir? L'histoire derrière l'ascension improbable de Coach et quel a été le point d'inflexion en ce moment qui t'a poussé à faire ça et à écrire? Ça, c'est une excellente question. Brièvement, mes enfants adultes, qui sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans les affaires et avec qui je suis très proche, m'ont en fait poussé à raconter une histoire authentique qui non seulement aborde mes valeurs et la construction d'une marque emblématique, mais aussi ma quête d'excellence. La peur de l'échec et les épisodes dépressifs qu'ils ont vécus en tant que mes enfants lorsque je les traversais. Et l'une des raisons pour lesquelles ils voulaient que je fasse cela, c'est parce que j'ai mentoré des personnes de la génération Z, des millennials, même de la génération X, et des baby boomers, des gens de tous âges, tant dans les entreprises de notre portefeuille où nous sommes actifs, que parmi les amis d'amis qui traversent des périodes de transition. Et presque invariablement, lorsque je rencontre quelqu'un qui traverse une forme de transition, il y a de l'anxiété, il y a de la peur. Et ils sont encouragés lorsque je peux leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que c'est très fréquent et très courant. Et où je parle des techniques que j'ai utilisées à la fois pour identifier les périodes de baisse lorsqu'elles arrivaient et des actions que j'ai entreprises pour éviter qu'elles ne s'aggravent. Et pour les éviter, parce que votre corps ne vous ment pas. Donc quand vous êtes stressé, ce que vous ressentez peut se transformer en de l'insomnie. Cela peut se transformer en vous réveiller avec des cauchemars terribles et des sueurs, fatigue, perte de motivation, un sentiment que vous pourriez même être un imposteur ou que vous n'avez pas vraiment. Vous pouvez perdre beaucoup de confiance en vous. Et donc je suis quelqu'un qui a traversé beaucoup de ces choses, même si dans mon cas, au fil des décennies, j'ai cherché de l'aide dans différents domaines et j'ai appris à vraiment écouter mon corps. Et j'encourage les autres à faire de même. Parle-moi de certaines des choses que tu as vécues, comme quelques grands thèmes concernant le fait de traverser des situations à haute pression et dans des environnements exigeants. Parce que, encore une fois, tu as fait passer Coach d'une réussite à une ultra-réussite au cours de ta carrière. Introduction en bourse, je crois, autour de 12 milliards plus ou moins, à l'époque où tu étais au sommet. Ce n'est pas un environnement à faible stress.
Alors, quand quelqu'un fonctionne à ce niveau-là, avec quoi doit-il composer? Que le public, que l'extérieur ne voit pas, que vous gérez en interne, que vous avez dû affronter tout au long de votre vie. Quand on dirige une entreprise en croissance, surtout une entreprise qui se développe rapidement, en particulier dans des secteurs discrétionnaires où la mode ou le style font la différence, on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers, même avec le succès. Donc, chaque fois que vous atteignez une étape importante, oui, il est important de le reconnaître et de célébrer, mais il faut rester inflexible et en restant inflexible. Les postes de président directeur général sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je parle vraiment de part d'esprit. Et il est vraiment très important de trouver des moyens d'éteindre cela, de pouvoir compartimenter, non seulement pour l'équilibre dans la vie, mais aussi pour le renouvellement et le ressourcement. Et je commence par l'exercice. C'est très important, comme je l'ai mentionné plus tôt, écouter son corps, et cela peut mener au massage, cela peut mener à l'acupuncture, cela peut mener au yoga, cela peut mener à la thérapie. Et toutes ces choses peuvent vraiment être utiles selon où vous en êtes dans votre parcours. Et pour répondre à votre remarque, la génération Z est une génération très différente. Et quand on parle de changements sociétaux, ils se produisent à une vitesse galactique et la capacité d'attention diminue. Les jeunes recherchent l'accomplissement de soi, recherchent l'épanouissement. Il n'y a pas si longtemps, on regardait un trentenaire diplômé d'université et on lui demandait combien d'emplois il avait eu depuis la fin de ses études. Peut-être 13. Aujourd'hui, c'est 6 ou 7. Et quand tes parents et moi allions travailler, l'idée était que c'était une carrière et qu'on ne cherchait pas à s'accomplir soi-même. Tu te référais à la pyramide de Maslow selon ta position. Tu voulais une vie meilleure pour toi-même, pour ceux qui t'entouraient. Quel a été le cadre ou l'arbre de décision que tu as suivi dans ta tête pour déterminer où tu voulais finir? Dit autrement, as-tu toujours pensé que tu voulais être un leader? Tu voulais travailler dans le monde de l'entreprise. Tu voulais bâtir quelque chose de grand. Le savais-tu déjà, enfant? Ou bien ce parcours vers le poste de président, directeur général, de coach, est-ce que c'était plutôt quelque chose qui t'est arrivé par hasard? En essayant simplement de comprendre les choses, d'essayer différentes choses, d'apprendre et de finir à différents endroits en cours de route. C'est une combinaison de plusieurs choses. D'après mon expérience et celle de beaucoup d'autres, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut prendre de mauvaises décisions de carrière pour trouver la bonne destinée. Et j'encourage les personnes qui ont la liberté d'explorer à voir ce qui leur apporte vraiment de l'épanouissement. Pour ma part, dès le début, j'ai senti que j'étais un leader né. J'ai été président du corps étudiant à Hunter College lors de ma dernière année et je me suis présenté comme militant sur une plateforme anti-guerre. La guerre du Vietnam avait divisé le pays. Je pensais que la justice sociale était très importante et j'ai toujours été guidé par mes valeurs. Et quand je suis entré dans le gouvernement municipal, je savais que je voulais être au service des autres. Je voulais améliorer la qualité de vie à New York pour les habitants de New York. Et j'ai commencé à travailler pour un maire inspirant, John Lindsay. Et au cours des 10 années suivantes, j'ai occupé plusieurs postes pour finir par diriger Head Start et la garderie pendant la crise budgétaire de la ville. Et je considérais, pour ainsi dire, que mes clients étaient les enfants et leurs familles. Et je voulais faire tout ce que je pouvais pour leur offrir le meilleur service possible, avec un personnel qualifié dans des locaux propres et avec les bons types de programmes de soutien. Donc, j'étais très concentré sur le service et j'ai constitué une équipe de personnes partageant les mêmes idées
qui veillait au bien commun. Maintenant, cette période de votre vie, Diam, il y a un moment que je trouve très intéressant dans votre histoire. On vous a reproché d'être trop intègre, et c'est ce qui a mené à cette situation particulière, trop intègre. Vous avez été ignoré pour une promotion et cela a été un catalyseur qui vous a finalement mis sur la voie de l'entraînement. Alors, parlez-moi du concept d'être trop intègre. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Que révèle cela sur votre personnalité, votre caractère et votre raison d'être sur Terre? J'ai toujours cru qu'il fallait dire la vérité au pouvoir et j'aime dire la vérité et informer au pouvoir, pas seulement l'opinion la mieux rémunérée, mais un point de vue étudié qui prend en compte toutes les parties prenantes et toutes les questions en jeu. Et lorsque j'ai commencé à travailler dans l'administration municipale, je n'étais pas dans un environnement où mes dirigeants se souciaient du bien commun autant que je le jugeais approprié et nécessaire. Et j'ai trouvé une opportunité auprès de quelqu'un qui est devenu un mentor et finalement un très proche ami qui était vraiment concentré sur la réduction des inégalités en matière d'éducation, qui se préoccupait des immigrés et appelons-les les personnes défavorisées qui arrivaient aux États-Unis pour leur donner le type d'outils qui leur permettrait de réussir, avoir une vie meilleure pour eux-mêmes et leur famille. Et cela était très motivant. Lorsque j'ai accepté le poste de responsable du programme Head Start en garderie pendant la crise budgétaire de la ville, j'ai dit au maire adjoint de l'époque, si j'accepte ce poste, je ne veux aucune ingérence politique, car c'est déjà un travail assez difficile comme ça. Et le travail consistait vraiment à mettre les programmes en conformité avec la loi fédérale et étatique, ce qui signifiait que je devais, avec l'analyse des données, examiner le pourcentage d'enfants qui étaient éligibles et qui recevaient des soins, parce qu'il fallait être en dessous d'un certain revenu familial. Il fallait aussi avoir du personnel qualifié dans ces programmes. Je n'ai eu aucune interférence de la part de la mairie. Cependant, il y avait à l'époque un député Koch qui est venu dans mon bureau et on m'avait prévenu qu'il voulait protéger un programme en particulier. Et à ce moment-là, mon équipe et moi, nous avons fait des analyses et essayé de comprendre. Selon un ensemble de critères, nous avons classé les programmes et ce programme en particulier faisait partie des 10% les moins performants. Il n'y avait par exemple que 15% d'enfants éligibles, ce qui signifie que nous ne pouvions vérifier les revenus que pour un enfant sur 7. Les 6 autres enfants venaient vraisemblablement de foyers plus aisés. Et je lui ai dit, Monsieur le député, j'aimerais simplement vous expliquer pourquoi je ne pense pas que ce soit possible. Il a dit, je ne veux pas voir ça, je veux juste que vous sauviez le programme. Très poli, il est parti. Je ne me doutais pas qu'il deviendrait mon patron environ 18 mois plus tard, lorsqu'il a été élu maire de la ville de New York. Donc il est devenu maire et j'ai continué à travailler à l'Agence pour le développement de la petite enfance à la garderie Head Start. Et il y a eu une opportunité de, en gros, avoir la possibilité de façonner les contrats syndicaux et la main-d'œuvre dans la ville à New York. Je crois beaucoup en la méritocratie et je pense vraiment qu'il faut avoir des indicateurs pour mesurer le travail des gens, que ce soit au gouvernement ou ailleurs. Et j'ai été ignoré malgré beaucoup de soutien au sein de la ville de New York. Et quand je suis allé voir le maire, il m'a dit en privé, Lou, tu es tout simplement trop intègre. Et ce qu'il voulait essentiellement dire, c'est qu'il ne pouvait pas faire confiance à cela. Je suivrai son autorité en tant que maire uniquement dans les situations où je pensais que la ville s'en sortirait mieux en faisant autre chose.
Quand vous pensez à la période qui suivra dans votre vie et que vous réfléchissez à la prochaine étape de votre carrière, ce serait aussi le cas. Évidemment, il y a beaucoup de bonnes entreprises, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises où les gens pourraient également ressentir cela. Être trop intègre pourrait en fait nuire à votre progression au sein de l'entreprise, selon la société, n'est-ce pas? Alors, parle-moi de ça. Je connais ta personnalité, je sais ce que tu représentes. Comment as-tu fait ton entrée dans le monde de l'entreprise américaine, dans des postes de direction? En étant qui tu es, et en voulant travailler avec une entreprise qui collabore avec des personnes du même calibre et avec la même éthique que toi. Coach, a-t-il été ta première étape ou as-tu eu d'autres expériences non abouties? Excellente question. Coach a en fait été la première et la seule étape après le gouvernement. Et c'était le fruit du hasard. Je n'avais même pas encore mis à jour mon curriculum vitae et j'étais dans un taxi jaune avec quelqu'un qui était professeur adjoint à l'Université Columbia et aussi un responsable du département de la santé, de l'éducation et du bien-être à Washington, qui supervisait des programmes comme Head Start et connaissait mon travail. Je venais de donner une conférence dans l'un de ses cours de troisième cycle où il y avait une étude de cas sur le travail que j'avais fait en garderie. Nous partageons un taxi pour le centre-ville. Il m'a demandé que faites-vous hors de votre domaine principal? Et j'ai répondu excellente question, je n'en ai aucune idée, mais je dois quitter le gouvernement. Et il m'a dit eh bien, j'ai un ami qui possède une petite entreprise de carnet, un ami d'enfance qui a 60 ans, et il cherche un protégé venant de l'extérieur du secteur, quelqu'un qui a de bonnes valeurs. Et je me suis dit, eh bien, je pense que j'ai de bonnes valeurs et je viens certainement de l'extérieur du secteur. Et il m'a fixé un rendez-vous avec le fondateur de l'entreprise. Et ce qui s'est passé lors de du moment du rendez-vous jusqu'à ce que j'obtienne le poste et que je le prenne très tôt, étant éternellement curieux. J'ai fait quelques vérifications parce que j'avais à peine entendu parler de coach. Il fallait que quelqu'un cite le nom coach. Pour que je sache que c'était une entreprise de sac à main, je n'aurais pas pu le deviner sans aide. Alors j'ai fait semblant d'être un journaliste de Business Week. Et moi, j'ai appelé et visité des endroits où j'ai parlé avec l'acheteur de Bloomingdale's, le directeur général de Bon Matela et d'autres personnes qui ont dit cela. Coach était une petite marque avec une clientèle très fidèle. Le fondateur régulait la production et ils étaient souvent en rupture de stock avant Thanksgiving. Mais les gens aimaient vraiment Coach. Pour mon dernier entretien, j'ai visité une petite boutique de sacs à main dans l'ouest de Manhattan, sur la 72e rue. À l'époque, dans les années 70, il y avait beaucoup de petits groupes de magasins, des commerces familiaux, de petites chaînes. C'était avant que les grands magasins ne les mettent pratiquement tous en faillite. Alors, j'entre dans cette boutique spécialisée et je dis, je ne vois pas de sac Coach. Et je demande, vous vendez des sacs Coach? Et le propriétaire a dit oui et il est allé sous le comptoir et a sorti un sac Coach. Et elle a dit, ce n'est pas celui-ci. Je n'ai plus qu'un seul sac maintenant. Et il est réservé à un client fidèle de Coach. Et j'ai dit, parlez-moi de Coach. Et elle a dit qu'il avait des adeptes fidèles. Et cela m'a intrigué, l'idée que des gens soient passionnés par Coach. Et cela m'a donné un sentiment de but, d'essayer de comprendre quelles étaient les qualités de la marque qui résonnaient avec les gens, qui les encourageaient à acheter Coach plutôt qu'une autre marque ou une marque sans nom. Et cette curiosité, je l'ai apportée chez Coach. Et très tôt, les analyses des consommateurs et l'analyse des données sont devenues une pierre angulaire de la façon dont j'ai appris le métier et, dans une certaine mesure, dirigé l'entreprise. Penses-tu que c'est un peu comme un super pouvoir de ne pas avoir d'idées préconçues en tant que leader, d'arriver avec un esprit totalement vierge?
Mais pour rebondir là-dessus, comment fais-tu pour réussir? Lorsque de nombreuses personnes d'autres secteurs tentent d'y entrer sans succès, Je ne pense pas que ce soit vraiment un super pouvoir. Ce que je crois, c'est que pour la bonne personne, quelqu'un de curieux, qui arrive sans préjugés et qui a la volonté et l'ouverture d'esprit pour explorer les meilleures pratiques et les tendances. Comprendre la perspective à 360 degrés d'une entreprise, c'est-à-dire le produit, la marque, le marché et l'équipe, et ainsi de suite. C'est, je pense, quelque chose que les gens peuvent apprendre de l'extérieur sans préjugés. Et en fait, cela se manifeste chaque jour dans les entreprises américaines. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que c'était maintenant que tu as ton propre entraîneur? Ils ont des adeptes fidèles. C'est évident qu'ils ont une sorte de culte. Je suppose qu'on peut le définir comme pas un groupe énorme, mais vraiment un groupe très niche de personnes qui adorent absolument la marque. Ton rôle est désormais de perpétuer un héritage. Je suppose que le fondateur veut prendre sa retraite à un moment donné. Tu dois trouver comment redonner de l'attrait au culte. Ensuite, tu dois trouver un moyen de faire en sorte que le monde entier ait le même amour pour la marque que celui-ci, en tant que petit groupe de personnes, mais en même temps, tu ne peux pas diluer ce qui a rendu cela spécial pour ce petit groupe. Alors, que fais-tu au final? Qu'est-ce qui marche si bien? Quel est ton secret? Où est la magie? eh bien, avant qu'on parle de la magie ou de la combinaison de magie et de logique, j'ai réalisé que je passais d'une position où j'avais 300 ou 400 personnes qui me rapportaient directement au sein de l'agence, à une situation où j'allais avoir un bureau juste devant le bureau du fondateur. Donc, la première chose que je devais faire, c'était de lui donner confiance dans le fait que je pouvais vraiment accomplir les choses. Et je devais aussi travailler dans les limites qu'il m'autorisait à respecter. Et à son crédit, le fondateur croyait qu'il y avait une opportunité pour nous d'atteindre directement les consommateurs sans intermédiaire. Parce que lorsque j'ai rejoint Coach, nous vendions à toute personne qui payait ses factures, même en retard, et nous n'avions aucune activité directe avec les consommateurs. Donc, l'une des toutes premières missions que j'ai entreprises était de lancer une activité de vente par correspondance, une activité de catalogue. Et pour faire cela, j'ai dû apprendre le métier du catalogue et j'ai dû comprendre à quoi ressemblait le succès. Et j'ai utilisé mes compétences d'enquêteur pour rencontrer des vétérans du secteur, étudier les meilleures pratiques et me développer. Nous avons développé une entreprise de vente par catalogue prospère, mais même avant cela, je partageais le désir des fondateurs de prendre le contrôle de notre destin. Parce que j'ai aussi étudié les marques du monde entier, même avant de commencer chez Coach, mais surtout pendant les 6 à 12 premiers mois chez Coach. Et il y avait une marque qui a vraiment attiré mon attention. C'était une petite marque française appelée Louis Vuitton. Et ils n'avaient qu'une vingtaine de boutiques à l'époque. Et c'était la seule façon dont ils distribuaient leurs produits. Ils ne vendaient pas par le biais du circuit de gros et ils avaient un contrôle total sur l'environnement, sur le niveau de service, sur la mise en valeur des produits. Et je me suis dit que si nous pouvions ouvrir des magasins, des boutiques de détail et vraiment être capable d'exprimer toute la personnalité de la marque, que cela conduirait à une croissance encore plus rapide et à davantage de fidélité. Et ce serait un laboratoire pour nous permettre d'entendre et de voir en temps réel ce que les consommateurs disent à propos du produit. 2 ans après avoir rejoint Coach, j'ai convaincu le fondateur de nous permettre d'ouvrir notre premier magasin à prix plein que nous avons ouvert sur la 65e rue et Madison Avenue, et c'était en octobre.
12 mètres sur 3, donc 42 mètres carrés long et étroit, et avec un sous-sol complet. Et pour 25 000 dollars, nous avons créé des murs façon bibliothèque et exposé nos sacs, qui à l'époque étaient des sacs en cuir en ligne, sur les étagères, à la manière d'une bibliothèque. Comme ça, vous pouviez voir le soufflet et la gamme de couleurs. Et ce Noël-là, il y avait des files d'attente devant le magasin, jusqu'au coin de la rue, à environ 30 mètres. Et je savais que nous avions quelque chose de spécial. Et s'il y avait un moyen pour nous de le développer, nous deviendrions une entreprise très prospère, ce que j'appelais une entreprise multicanale. À l'époque, il n'y avait aucun autre fabricant américain qui possédait un réseau de magasins. Ils vendaient tous à des tiers et certains commençaient à lancer des activités de vente par catalogue. Donc nous avons réalisé plus d'1 million de dollars la première année et sur 450 pieds carrés, le panier moyen était d'environ 100 dollars, impliquant de nombreuses transactions. Quand tu parles d'opportunités de croissance illimitées, est-ce qu'il y avait vraiment des opportunités de croissance illimitées ou bien fallait-il ajouter des éléments pour passer au niveau supérieur? Donc oui, c'est multicanal, c'est sûr. C'est intéressant en fait que le fondateur n'ait jamais fait ce choix. Je suppose que la façon plus moderne de le dire, c'est vendre direct aux consommateurs, mais c'était simplement un choix stratégique à l'époque. Et je suppose que c'est un peu plus cher de prendre un produit et de lancer un magasin. C'est plus risqué que d'utiliser des canaux établis. Je n'ai jamais créé de marque grand public ainsi. C'est très gourmand en capital. Et bien sûr, maintenant que nous sommes à l'ère du numérique et qu'environ 30% des achats discrétionnaires aux États-Unis, voire peut-être plus aujourd'hui, se font en ligne, les marques de magasins qui se sont développées ont réduit leur présence physique pour s'adapter aux changements de société où les gens dépensent davantage en ligne. Catalogue ne nécessite pas de capital. Nous avons donc commencé par une activité de vente par correspondance. Le capital, c'est le coût du catalogue. Mais quand on fait ces calculs, on comprend une fois qu'on ajoute le coût du produit et le coût du marketing. De quoi auriez-vous besoin pour atteindre le seuil de rentabilité ou être rentable? Je dirais qu'en tant qu'étranger, même si j'avais été prévenu par un initié, avant que nous n'ouvrions le premier magasin, il m'a suggéré de retourner travailler pour la municipalité car le premier magasin allait échouer pour plusieurs raisons. Premièrement, nous serions expulsés de Bloomingdale's, qui se trouvait dans la même rue. Deuxièmement, les gens ne voudraient pas acheter Coach dans sa propre boutique. Et bien avant que nous ouvrions la boutique, mon collègue qui s'occupait du chiffre d'affaires m'a demandé de rencontrer le président de Bloomingdale's, qui était une icône, Marvin Traub. Et je suis allé à son bureau, à quelques pâtés de maison seulement de ma boutique Coach, qui était en construction. Je suis entré dans cette salle de conférence formelle. Tout le monde portait des costumes, pas moi à l'époque, mais le personnel du grand magasin. Et j'attendais de me faire réprimander par ce type, Marvin Traub, et le gars qui était avec moi. Et je n'avais amené qu'une seule autre personne avec moi, le gars qui avait les relations. Et il a dit, attends d'entendre ce que Marvin va dire. Avant que la réunion ne commence, j'avais bien sûr vu sa photo dans Women's Wear Daily et ailleurs. Il est venu dans la salle de conférence et a demandé si Lou pouvait sortir. Et je suis sorti. Je suis sorti de la salle de conférence, juste nous deux. Et il m'a dit, Lou, je vais te dire quand on entrera dans la salle que tu fais la chose la moins partenaire qu'on puisse imaginer, que cela va mettre en péril notre avenir et que tu n'es pas un bon partenaire. Mais ce que je veux te dire, mais tu ne dois jamais parler de ça à qui que ce soit, surtout pas au gars avec qui je travaillais. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ouvre tes propres magasins, parce que c'était un visionnaire, il comprenait les consommateurs et il comprenait les tendances.
Et les consommateurs cherchaient à avoir des expériences plus intimes avec les marques qu'ils chérissaient. Parle-moi de l'idée de magie et de logique. Alors, comment cela est-il entré en jeu? Quand as-tu pensé pour la première fois au concept de magie et de logique en lien avec coach? Donc, tu as évidemment maintenant les boutiques que tu développes, des boutiques qui réussissent. Toute la marque va dans la bonne direction. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi avoir choisi cette philosophie? Quand on dit logique et magie, on peut dire science et art, on peut dire cerveau gauche, cerveau droit, et la façon dont nous avons trouvé ce terme était en raison d'une présentation que nous devions faire au président de l'un des 5 plus grands magasins du Japon. Et cela remonte à 1988. Le nom du grand magasin était Mitsukoshi. Et j'introduisais ce nouveau concept de coach au Japon. Et pour contexte, le Japon à l'époque n'avait pas de marque locale significative. L'économie à la fin des années 80, comme aujourd'hui, était vraiment structurée avec presque aucune pauvreté grâce à une immigration limitée et au système de soutien social. En gros, une économie en forme d'œuf, classe moyenne. Bien sûr, maintenant, il y a quelques pointes tout en haut avec des gens qui sont milliardaires. Mais la réalité, c'est que les marques de luxe européennes dominaient le Japon. Et chaque foyer qui pouvait se le permettre, même de loin, grâce à des économies, possédait un sac de luxe qu'il convoitait. Et je parle des grandes marques de l'époque comme Louis Vuitton, Gucci, Prada, pour n'en nommer que quelques-unes. Et le marché n'avait pas connu de croissance depuis de nombreuses années. Donc c'était un marché de 5 milliards de dollars parce que la population au Japon ne croissait vraiment pas. Il n'y avait donc plus de foyer pour ces sacs, ni pour toujours. Donc nous devions changer. Nous devions proposer un produit distinctif qui répondrait aux besoins des jeunes. Et maintenant, je fais le lien avec votre question sur la magie et la logique. Je vous explique en fait comment nous utilisons à la fois la magie et la logique. Et cela nous est apparu clairement grâce à toutes nos recherches, nos analyses et les entretiens que j'ai moi-même menés, qui ont été traduits en anglais. Si la personne ne parlait effectivement pas anglais, que les femmes japonaises diplômées de l'université en 1990 cherchaient à avoir une carrière professionnelle. Elles ne cherchaient pas à se marier immédiatement, elles voulaient voyager, elles voulaient pouvoir s'exprimer. Et avec cette tendance sociétale que nous avons constatée grâce aux touristes qui entraient dans nos magasins à Hawaï, chez des détaillants tiers comme les boutiques hors taxes, et notre propre poignée de magasins, à ce moment-là, une dizaine ou une quinzaine, que ces jeunes femmes cherchaient un produit auquel elles s'identifiaient émotionnellement et offrant un bon rapport qualité-prix. Et nous sommes allés au Japon en nous insinuant comme une alternative aux marques de luxe européennes. Là où un sac moyen à l'époque pouvait coûter 10 000 yens, soit environ 1000 dollars pour une marque de luxe européenne, alors qu'un sac Coach pouvait coûter 40 000 yens au Japon, ce qui faisait qu'avec les 60 000 yens économisés, un consommateur pouvait partir en week-end à Taïwan ou en Corée, payer le billet d'avion, l'hôtel et les dépenses, ou bien économiser ses 600 dollars pour le loyer d'un appartement. Et nous nous sommes insinués efficacement comme alternative en obtenant des emplacements de choix. C'est alors que nous ouvrons des magasins. Donc, retour en 1988 avec Mitsukoshi,
j'ai partagé avec le fondateur l'idée qu'il y avait des changements sociétaux. Les analyses et les recherches l'ont montré. L'attrait du Japon pour les produits Coach fabriqués aux États-Unis s'est confirmé par notre expérience avec les tâches japonaises. Nous avions donc une présentation et nous devions lui donner un nom. Nous l'avons appelé magie, une combinaison de magie et de logique. Et le fondateur, qui à l'époque avait probablement 70 ans et occupait ce poste chez Mitsukoshi depuis 25 ou 30 ans, a adoré ce terme. Magie et logique. Et le- la logique vient de l'analyse, la recherche sur les consommateurs, l'application rigoureuse des indicateurs, la collaboration, l'adaptabilité. Et la magie vient de l'imagination et de la croyance. Donc, quand nous parlons de cela, j'avais la conviction que nous pouvions réussir avec le consommateur japonais. J'en étais vraiment convaincu. Et cela était motivé par des choses que je connaissais bien, à savoir l'analyse de données, et essayer de mesurer où les consommateurs avaient été, où ils étaient aujourd'hui et où ils allaient. Et toute ma philosophie depuis le début était de rencontrer les consommateurs là où ils allaient, pas là où ils étaient aujourd'hui ou là où ils étaient hier. Et donc, en regardant cela, ce sont de nouveaux consommateurs qui alimentent les entreprises. Vous avez besoin de consommateurs satisfaits pour qu'ils achètent encore et encore. Et nous avions beaucoup de consommateurs satisfaits au Japon. Si nous entrions sur le marché, ce seraient tous de nouveaux consommateurs. Et avec cette phrase, il n'est jamais entré dans la présentation. Et pendant 10 ou 15 ans après, chaque fois qu'il me voyait en japonais, il m'appelait Monsieur Magie et Logique. Donc nous dînions ensemble. Ah, vous êtes Monsieur Magie et Logique. Il nous a chaleureusement accueillis. Et ce fut un partenariat très réussi qui a évolué sur une période de 20 ans. Et à la suite de cette réunion très réussie, j'ai commencé à utiliser l'expression magie et logique chez Coach. Et il y a de la logique dans la magie et il y a de la magie dans la logique. Et nous avons contribué à instaurer une culture d'apprentissage axée sur la collaboration et la recherche du bien commun. Donc, quand nous parlons d'un état d'esprit tourné vers le bien commun, c'est de la logique. Il le faut. La magie, c'est croire en les possibles et l'imagination. La curiosité est immersive. La curiosité, c'est comme ça que je l'appelle. J'appelle aussi cela de la magie. L'instinct, suivre son intuition, c'est de la magie, mais tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas utiliser seulement l'un d'eux. C'est toujours un mélange de magie et de logique et pour certaines entreprises, marques ou produits, c'est surtout de la magie, pour d'autres, plutôt de la logique. Je parle maintenant des entreprises qui produisent des produits physiques ayant un lien émotionnel avec les consommateurs. Parce qu'une marque, c'est simplement un ensemble durable d'images et d'associations que les gens ont lorsqu'ils voient la marque ou le produit. Il y a un ensemble d'images et d'associations, et si ces associations sont positives, et dans le cas de Coach, elles l'étaient vraiment. Saks, les sacs sont un objet très intime pour les femmes parce qu'elles l'ouvrent 60 ou 70 fois par jour. Elles le touchent, le sentent, elles en sortent leurs objets les plus précieux. Moins aujourd'hui à l'ère du numérique qu'avant, parce qu'on peut presque tout faire avec un iPhone, mais l'iPhone a besoin d'un contenant pour y mettre vos clés, des articles de toilette, etc. Et dans le cas de Coach, nous avons utilisé un cuir naturel, ce que nous faisons toujours, qui développe une patine avec le temps. Il se patine, donc il s'améliore avec le temps. Et aujourd'hui, sur le marché, les objets de collection se vendent plus cher que beaucoup des anciens sacs, à des prix bien supérieurs aux nouveaux modèles qui sont lancés aujourd'hui, parce qu'ils sont très recherchés.
Je voulais avoir ton point de vue sur les leaders qui penchent plus vers la magie ou plus vers la logique, parce que maintenant, tu mentors tout un tas d'entrepreneurs et de dirigeants. Et je suppose que c'est encore une question en deux parties. Tout d'abord, voyez-vous, les gens penchaient en moyenne plus souvent vers l'un ou l'autre. Est-ce un problème de privilégier l'un plutôt que l'autre? Et aussi pour quelqu'un qui écoute ceci, qui est très, disons, guidé par la logique ou la magie, visionnaire ou quelqu'un qui est dans les données, et ils veulent avoir plus d'équilibre. Existe-t-il un moyen de devenir plus équilibré? Ou est-ce quelque chose pour lequel il faut embaucher quelqu'un afin de compléter votre disposition ou vos penchants naturels vers l'un ou l'autre? C'est aussi une question intéressante. Et sans surprise, bon, cela varie selon qu'il s'agisse d'un service que vous introduisez ou d'un produit physique, selon que c'est un produit jetable que vous achetez tous les quelques jours ou d'un achat discrétionnaire, c'est-à-dire quelque chose que vous gardez plus longtemps et qui a une valeur durable. Donc tout dépend. L'un de mes rôles en tant que mentor de dirigeant ou lorsque je détermine si nous allons investir dans une entreprise en phase de démarrage, il est nécessaire de comprendre les super pouvoirs de cette personne en particulier, et pas seulement ses super pouvoirs, mais aussi sa véritable nature, et de savoir s'ils sont collaboratifs, ouverts au conseil, ont une forte éthique, et s'ils veillent aux autres plutôt qu'à eux-mêmes. Et clairement, quand on parle d'entrepreneurs, la plupart du temps, ils ont l'idée. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas la formation ou la discipline nécessaire pour transformer une excellente idée en une entreprise prospère. Et ce que nous essayons de faire, c'est de compléter ce fondateur avec d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires et d'aider le fondateur à respecter la valeur de ses compétences. Donc, la discipline financière est absolument essentielle pour chaque start-up dans chaque entreprise. Et dans la mesure où le fondateur a une grande idée et est un visionnaire, mais n'est pas vraiment concentré sur la rentabilité ou sur l'élaboration de plans stratégiques complets pour organiser les choses. Il faut chercher à trouver des personnes qui les complètent et vice-versa. Juste pour résumer et conclure l'histoire avec Coach, parlez-moi de la façon dont cette période de votre vie s'est terminée. Et bien sûr, ce vers quoi vous avez évolué aujourd'hui et ce que vous avez retenu de chez Coach. Et j'imagine que toute votre carrière et ce que vous avez accompli, vous savez, c'était une période de votre vie. Vous êtes dans une nouvelle phase de vie. Sur quoi vous concentrez-vous aujourd'hui et qu'est-ce que cette période vous a poussé à faire? Quand je travaillais comme entraîneur, je cherchais à construire une marque qui résisterait à l'épreuve du temps, en reconnaissant que la plupart des marques ne le font pas. Et en essayant de comprendre quels sont les atouts fondamentaux d'une marque qui doivent être entretenus et développés. Ainsi, même si l'entreprise traverse une période difficile ou une mauvaise gestion, elle peut être revitalisée à nouveau. Je crois vraiment que Coach est une marque patrimoniale parce qu'elle a perduré pendant plusieurs générations. Et aujourd'hui, sous la direction de Todd Kahn et Stuart Vivas, elle connaît une renaissance remarquable, atteignant des sommets historiques. Alors qu'elle se concentre sur la génération Z, continuant à observer les évolutions sociétales et ont vraiment répondu à ce que recherche la génération Z. Et ils ont même créé un terme appelé accessible. Je suis désolé, ils ont créé un terme appelé luxe expressif. Nous avions créé le terme luxe accessible avant d'entrer en bourse, comme surnom pour les investisseurs, en particulier
afin qu'ils comprennent où nous nous situions entre le marché de masse et le luxe. Il y avait beaucoup d'espace inoccupé, c'était le cas. Et vous savez, nous avions une seule voie. Au cours des 15 à 20 années suivantes, cela s'est transformé en une autoroute. Le luxe accessible, parce que c'est vers cela que les Américains se tournent, car nous n'avons pas d'histoire du luxe. Donc l'apporter à d'autres marques et entreprises. Quand nous regardons une marque discrétionnaire qui entre dans un nouvel espace, nous regardons le besoin non satisfait. Quels besoins perçus ou existants ils vont satisfaire, ou même si ce n'est pas un besoin connu. Donc, dans la catégorie des boissons, par exemple, il y a plus d'une douzaine d'années, nous nous sommes impliqués dans un concept qui était dans la catégorie des boissons pour sportifs appelé Body Armor, qui a été développé comme une alternative à Gatorade et Powerade. Cette industrie représentait environ 5 milliards de dollars aux États-Unis et ne connaissait pas de croissance. Les deux entreprises proposaient des boissons avec des ingrédients malsains, des édulcorants artificiels et autres substances similaires. Et le fondateur visionnaire a créé une boisson sportive au goût excellent avec des ingrédients naturels et 10% d'eau de coco. Et c'était évident pour moi, avec l'évolution des normes vers une alimentation et une consommation plus saine. Si nous étions capables de le commercialiser correctement et d'atteindre le cœur et l'esprit des consommateurs cibles, cela pourrait être un succès. Et la catégorie a commencé à croître grâce à Body Armor. Et finalement, l'entreprise a été vendue à Coca-Cola lorsque nous avions, je crois, 15 milliards de dollars de ventes environ 10 ou 12 ans plus tard. Et c'est un exemple de visionnaire avec une excellente idée, renforcé par ce que j'appellerais un deuxième fondateur qui a constitué une équipe de classe mondiale composée de personnes expérimentées pour vraiment développer cette entreprise jusqu'à sa valeur ultime. La dernière chose que je voulais aborder parce que vous avez eu une carrière remarquable et apporté toujours une grande valeur, tant stratégique que tactique, aux fondateurs et entreprises où vous investissez. Une grande partie de votre livre traite d'aspects moins agréables que nous avons déjà évoqués. Mais vous parlez de la peur, de la dépression et de l'anxiété. Et j'en suis sûr. Ce sont des choses auxquelles peut-être chaque fondateur avec qui vous avez travaillé, et chaque fondateur, voire même toute personne qui prévoit de faire quelque chose, est confrontée en ce moment. Pourquoi avez-vous pensé qu'il était important de partager tout cela? Je vais le formuler autrement, car il est important de partager cela. Qu'est-ce qui vous a mis à l'aise pour en parler publiquement? Parce que je pense que c'est moins courant. D'abord, j'ai commencé à en parler clairement, j'en ai parlé ouvertement avec ma famille, qui a été témoin de mes hauts et a aussi vécu mes bas. Et j'ai constaté qu'avec le temps, j'étais de plus en plus à l'aise pour partager cela avec les personnes que je coachais, que je mentorais, ou même, dans certains cas, avec des membres de mon équipe. Et lorsque j'ai décidé d'écrire mon histoire, ce que j'ai mentionné, c'était motivé par mon fils adulte, mes enfants adultes. Je voulais raconter une histoire authentique, une histoire vraie, et c'est aussi ce qu'ils voulaient que je raconte. Et la réalité pour moi, c'est que j'ai toujours été poussé par une quête d'excellence et une peur de l'échec. Si tu ne crains que l'échec, ça ne fonctionne pas. Si tu ne recherches que l'excellence sans avoir peur d'échouer, cela peut mener à la complaisance et à l'arrogance. J'ai donc toujours été poussé, et je le suis encore aujourd'hui, par la peur de l'échec, mais cette peur est motivée par une quête d'excellence. Quand on a peur, il y a 2 ou 3 choses que l'on peut faire dans cette situation.
On peut fuir, on peut rester paralysé ou on peut se battre et il faut être motivé par des choses positives pour se battre. Sinon, on peut rester paralysé et beaucoup d'entre nous restent paralysés. Ou bien vous pouvez fuir et éviter les choses difficiles jusqu'à ce qu'elles explosent, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ça fait aussi partie du fait que vous pouvez rester paralysé ou fuir. Vous voulez vous battre, et pour vous battre, vous devez avoir la foi. Donc, le côté positif, c'est que lorsque vous visez l'excellence, vous devez croire en ce que vous faites. Et vous devez diriger de façon cohérente. Vous devez motiver les gens. Et il doit y avoir une authenticité parce que les gens, les employés, les clients, tout le monde est intelligent. Ils sauront quand quelqu'un fait semblant. Donc, je dis aussi aux gens qu'il faut écouter son corps parce que votre corps ne vous ment pas. Et encore, si vous avez l'impression d'être un imposteur parce que vous êtes seul dans un grand bureau et que vous portez le poids du monde sur vos épaules, et être président directeur général est souvent très solitaire. Je dirais, quittez votre bureau, confiez-vous à votre équipe de direction et travaillez ensemble. Je vous suggère aussi de demander de l'aide et il existe beaucoup d'aides que l'on peut s'administrer soi-même. L'exercice est tellement important pour que votre adrénaline, endorphine, thérapie de méditation, massage, acupuncture, etc. Toutes ces choses sont vraiment très utiles. Et je crois aussi que si vous voulez que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut créer une culture qui leur permette d'être authentiques et honnêtes, et où ils peuvent explorer leurs problèmes. Et vous pouvez leur être utile soit par le coaching, la thérapie, le soutien médical ou les congés d'absence. Penses-tu qu'avoir un peu de peur, même si cela peut être destructeur si c'est trop, est utile? Mais un peu de peur est en fait nécessaire pour réussir. Pour un succès durable à long terme, oui, et j'insiste sur le succès durable à long terme. Et souvent, les personnes qui n'ont pas cette peur, mais qui, je dirais, deviennent complaisantes ou ressentent l'arrogance d'être dans une forteresse imprenable, sont fréquemment choquées. Et ensuite, ils doivent travailler 2 fois plus pour transformer leur entreprise, pour rattraper les nouveaux concurrents ou les tendances changeantes. Y a-t-il une tactique spécifique que vous avez utilisée au cours de votre vie qui transforme la peur en une action productive plutôt qu'en paralysie? Par exemple, je sais qu'avant l'introduction en bourse, vous étiez stressé et faisiez des cauchemars. Comment gérez-vous cela? Avec ténacité parce que ce n'est vraiment pas facile. Et le plus important, la chose la plus importante que tout le monde doit savoir, c'est que vous n'êtes pas seul. Chaque famille est touchée à un moment ou à un autre par des problèmes de santé mentale. Que ce soit une perte de motivation, des épisodes dépressifs ou de l'incertitude face à la vie. Et c'est cela la condition humaine. Et je pense qu'avec l'ascension de la génération Z à l'ère du numérique, comme tu l'as dit plus tôt, c'est beaucoup plus ouvert. Ah, les gens sont beaucoup plus ouverts à la thérapie, ouverts à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes et à vouloir mener une vie meilleure. Ce que j'essaie de faire, je me concentre entièrement sur le but et les relations à ce stade et je ressens que des relations authentiques et réelles sont essentielles, tout comme le but. Faire quelque chose en quoi je crois. Et quand on croit en quelque chose et qu'on est capable, que ce soit en tant qu'entraîneur dans une équipe ou en dirigeant une entreprise, ce n'est pas seulement régénérant, c'est aussi énergisant et très épanouissant. Donc j'encourage les personnes qui traversent des périodes difficiles à rester actives,
à demander de l'aide, à développer des routines qui les obligeront à sortir de ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas vous apitoyer et les médicaments aident souvent. Si vous pouviez revenir et donner un conseil à votre vous de 20 ans, ce serait réconfortant. Cela les aiderait dans leur parcours professionnel. Que pensez-vous que ce serait? Soyez ouverts aux possibilités. Gardez le sentiment que tout est possible. L'optimisme est un facteur essentiel et il faut être prêt à essayer de nouvelles choses. Ce n'est pas pour la vie, car vous pouvez souvent trouver votre meilleure destinée après avoir vécu une autre expérience. Cela vous amène à comprendre que ce n'est pas là où vous voulez aller. Soyez ouverts, soyez positifs, soyez prêts à faire tout ce qui est nécessaire dans votre travail. Aussi, cherchez-le dans la mesure où vous avez une certaine liberté, c'est-à-dire que vous avez les moyens de ne pas forcément toucher un salaire la semaine prochaine ou que vous avez plusieurs opportunités. Cherchez une culture positive où vos valeurs sont cohérentes avec celles de l'entreprise et la façon dont elles sont réellement appliquées. Si vous en avez l'opportunité, cherchez un environnement d'apprentissage où vous pouvez trouver des mentors, que ce soit des personnes ou simplement parce que c'est un environnement propice à l'apprentissage. Des cours et des formations qu'on vous encourage à suivre pour vous aider à développer des compétences et un niveau de conscience que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. J'aime beaucoup. Très bonne réponse. Votre livre, So Bagman, l'histoire derrière l'ascension improbable de l'entraîneur, sort le 14 octobre. Et vous pouvez évidemment le trouver partout où l'on vend des livres. Je dirais, si quelqu'un prend ce livre, qu'est-ce que ce serait? Et s'il ne devait retenir qu'une seule leçon, la plus importante, qu'espéreriez-vous qu'il retienne de cela? La vie est un voyage. Soyez ouverts aux possibilités, défiez-vous de devenir une meilleure version de vous-même, faites preuve d'humilité, sachez écouter les autres, sachez grandir à travers les expériences. Soyez moins dans le jugement. Comprenez que le monde n'est pas tout noir ou blanc, il y a beaucoup de zones grises. Et je pense que la dernière chose que j'aime demander, et même avant qu'on commence l'enregistrement, je suis sûr que vous aurez une très bonne réponse à cela. Vous me parlez de votre famille. Vous demandez si j'ai des enfants et à quel point c'est important. C'est ça l'héritage, la raison de tout cela. Donc, après tout ce que vous avez appris au cours de votre vie, au cours de votre carrière, si vous ne pouviez transmettre qu'une leçon à vos enfants ou petits-enfants, laquelle choisiriez-vous? Peut-être la même leçon pour les deux. Quelle serait la chose la plus importante? Ce n'est pas forcément lié aux affaires. Quelle leçon de vie souhaitez-vous le plus transmettre à vos enfants? Vivez une vie authentique et vraie avec de bonnes valeurs. Comprenez que nous faisons partie d'une société mondiale et de la place que nous y occupons. Et tout est une question de parcours. Soyez prêts, travaillez dur, mais cherchez des moments spéciaux et assurez-vous d'être présent pour votre famille tout au long du chemin.